Bienvenue dans le trio économique. Cette semaine, qui est-ce qui est plus pourri qu'un économiste pour faire des prédictions dans le futur? Un environnementaliste. C'est gratuit. C'est gratuit. En Euh, fait, Yann, il dit qu'il faut qu'il prenne le temps de préparer ses insultes. Mais moi, je le crois pas. Moi, je pense que Yann, il fait juste laisser la première chose de malsaine qu'il peut dire. Il a dit. T'es pas aussi planifié que ça. Il n'y a pas de complot derrière tes commentaires baveux. Ah non, il n'y a pas de complot. Non, écoute, Non. s'il y en a qui veulent mettre leur petit casque d'aluminium. Ouais, ben là, de ce temps-là, c'était à la mode pas mal là, avec PQAnon. Puis, T'es baveux. ben oui, ben là, écoute, encore cette semaine. Bonjour, il va tuer le français. Oui, et puis Yves Patente-Blanchette là, qui disait que Pierre Poilievre travaillait pour les pétrolières. Puis, ça, c'est comme le. La pétromonarchie, c'est ça? Ouais, le Ok. pétrodollar, la pétromonarchie. Ils Ça font va- ils font Ils une s'inventent des. frustration là-dessus, pour vrai. C'est une vraie maladie. Mais ils s'inventent souvent des beaux termes. Dans le temps de la crise de 2008, tu avais Amir Kadir qui parlait de l'économie casino. Tu avais la plutocratie. Tu avais l'aristocratie des riches. Tu as toujours des nouveaux termes comme ça. Ils ont toujours des termes, des beaux termes nébuleux. Et l'économie casino, ça, c'est comme, tu sais, dans le fond, tu donnes ton argent à une institution, puis ils décident de qui gagne. Tu sais, dans le fond, c'est le gouvernement, ça, l'économie casino. Ben, écoute, je trouve que c'est une super analogie, mais je ne suis pas sûr que c'est ça qu'il voulait dire. Non. Écoute, c'est sûr que c'est pas mal ça le processus avec Fitz. Lui, c'est le croupier. Il y a de la chance. Il y a de la chance. Ça va être son nouveau surnom, ça, le croupier. Flying Whales. Oui, donne-moi tes jetons, mon esti. Tout sur 36 noirs. C'est ça, c'est que là, c'était, pour ceux qui nous écoutent en différé, ça fait plusieurs semaines pour vous, là, mais c'était la journée de la Terre. Donc là, tous les éco-anxieux du monde se sont retrouvés pour marcher dans les rues là, avec les mêmes slogans un peu que d'habitude. Là, la fin de la biodiversité, la fin de l'humanité, la fin de la vie sur Terre. Je lisais même une patente là, récemment. Là, ça a l'air que la Terre elle tourne moins vite là, à cause du climat. Là. Bref, c'est un genre de 2012, les Mayas all over again. Et là, tu as dit, ça sera le fun qu'on parle des prédictions que les écologistes aiment faire, parce que supposément que eux, ça fait référence aussi au podcast qui faisait l'apologie de l'écofascisme là, à Radio-Canada, où on nous disait que le gouvernement, c'est comme un timonier là, sur un bateau, et eux voient les icebergs venir, et les pauvres mortels, eux, ne peuvent pas venir. Fait qu'il faut se fier à un genre de despote bienveillant là, qui est capable de voir l'avenir. OK, ce que je me refuse d'écouter depuis le début de la semaine, c'est ça qu'ils disent dans ce podcast-là. Là. Oh, il dit ça pour vrai, là. Ben, écoute, je pense que j'ai même l'extrait quelque part. Là. Ah, ben, celui que tu as fait avec Simon, puis tout ça. Ouais, c'est ça, mais Yann, je peux. Non. Je vais te le mettre si tu veux. Écoute, j'aime beaucoup Yann, j'ai pas envie de le tuer aujourd'hui. OK, bon, je ne le mettrai pas d'abord. Mais bref, fiez-vous à ma parole. Ouais, en gros, ce qu'ils disent, c'est que les dictatures sont meilleures pour répondre aux crises climatiques, puis les crises de l'environnement, et donc il y a une sorte de justification, même est-ce que la démocratie est un danger pour le climat. Puis mettons, moi, ce que j'avais envie de faire quand je l'ai pitché... Les autres, les portes de l'enfer, ils connaissent pas ça. Non, mais en fait, j'aime ça faire des exercices où je me refuse les meilleurs arguments que j'ai. C'est super le fun parce que je peux leur refuser l'idée que la crise, c'est vraiment... Je vais essayer de battre l'Iris avec mon 4e trio. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Écoute, je vais pas prendre ma fantasy. Let's go, George Larac. Score, mon homme, t'es capable. Écoute, je vais prendre, voyons, j'ai un blank sur le joueur légendaire, Jean Béliveau. Je vais prendre Jean Béliveau, mais quand il a 75 ans. Ouais, c'est ça. Ça va être ça, mon joueur étoile, OK? Puis je suis quand même encore capable de gagner. C'est ça le point que je veux faire aujourd'hui, parce que je vais dire c'est quoi les meilleurs arguments en réponse à ce type d'argument-là. C'est que
les gouvernements ont beaucoup créé des problèmes environnementaux, souvent en définissant pas bien les droits de propriété, en limitant le commerce international. Les droits de propriété, moi, j'ai entendu dire c'est de droite, ça. C'est une idée de droite, bien sûr. Bien sûr. Oui. Ça n'a pas d'affaire dans une constitution. Oui, c'est ça. Pour ceux qui savent, c'est référence à Françoise David. Encore une fois, preuve. Autre chose que je me refuse d'écouter pour l'instant. Encore une fois, que tu peux prédire l'opinion d'une personne médiane de gauche sans faire trop d'efforts. Le droit de propriété, c'est un truc de droite. Mais mettons ça de côté. Une grande partie du problème est causée par des gouvernements. Maintenant, quand tu regardes la performance environnementale des régimes dictatoriaux, elle est pire. Les démocraties libérales ont toujours des meilleures améliorations, notamment parce qu'avec la croissance économique qui vient généralement avec être une démocratie libérale, tu es capable de nettoyer le climat plus facilement, tu es capable de faire des améliorations environnementales, de protéger les forêts, de faire des investissements dans les biens publics. Démocratie libérale surperforme systématiquement. Il n'y a aucun cas pour les dictatures. C'est vraiment un cas de débile. Et maintenant, je vais me refuser tous ces arguments-là, puis je vais dire, OK, je vais accepter votre idée qu'il y a une crise qui est sans précédent, puis que comme les Romains, on a le droit de nommer un dictateur pour une période de temps jusqu'à ce que la crise se résorbe. Je vais accepter votre argument, puis je vais quand même souligner une chose, c'est que la plupart du temps que vous avez parlé d'une crise, vous ne l'avez même pas prédit comme il faut. Parce que j'ai été voir, puis parce que le jour de la Terre vient de passer récemment, j'ai été chercher les premières prédictions qu'il y a eu. Oui, parce que ça fait un bout que ça existe sur le jour de la Terre. C'est juste dans le temps, ils prédisaient que l'air glaciaire. Dans le temps, ils prédisaient un air glaciaire. Moi, je me rappelle quand mes fils allaient à l'école à Saint-Anselme, les professeurs voulaient organiser une sortie parce que Greta venait à Montréal pour le jour de la Terre. Là, organiser une sortie extérieure pour ça. Moi, j'ai écrit à la directrice, j'ai dit vous direz à Jack de rester dans la classe, il ne va pas aller manifester pour vous autres, puis s'il faut, m'aller chercher l'école. Il ne ferait pas un petit militant écologiste avec mon enfant. Là. Puis là, la fille, elle me répond, elle dit écoute, on n'avait jamais perçu cette journée-là de la Terre comme étant une journée d'activisme politique. Là. Elle dit écoute, on en discute, puis on revient. Finalement, ils ont tout cancellé à cause de moi. On dit les profs, vous restez dans vos classes, puis vous faites vos cours, vous n'allez pas dehors. Et juste pour faire du pouce sur ce que tu disais, Vincent, tu as aussi le maire de Québec là, qui nous a dit que on devrait se compter chanceux de vivre en démocratie et qu'on nous demande notre opinion, parce que dans des régimes modèles comme la Chine et l'Inde, où on consulte peu les gens, puis vu le système politique en place, on peut imposer de manière autoritaire des changements, eux vont beaucoup plus vite dans la bonne direction. C'est ce qu'ils nous ont dit. C'est de la pure foutaise en passant, et en voici la preuve. Tu n'as pas besoin de chercher bien loin. L'image n'est pas super grosse, là, et vous le voyez à l'écran. La ligne en bleu, là, en haut, c'est la Chine. Ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre annuelles. Vous pouvez chercher sur Our World in Data. Là. Puis, il y a 2 pays où ça monte, c'est la Chine et l'Inde. Les autres sont soit stagnants ou même, comme aux États-Unis, baissent. OK? Fait que je sais pas où ils prennent leurs données, ces gens-là. Moi, je trosse plus Our World in Data que Bruno Marchand. Mais l'Antarctique, c'est sauvé, là? On est-tu correct? Ben, je sais pas, mais si tu me dis, moi, mon modèle, c'est la Chine et l'Inde, je vais me poser de sérieuses questions sur ta méthodologie. Je sais pas d'où ça vient. Peut-être qu'ils imposent au monde des projets contre leur gré. Ça, ce bout-là doit être vrai. Mais le bout où ça sauve l'environnement, je le vois pas. J'en doute aussi. Moi, je regarde le graphique là, sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, là, puis je vois pas pantoute où la Chine et l'Inde performent bien là-dedans. Moi, je pense que si on continue de donner des 2000$ à Saint-Zotique pour planter des piquets de cèdre dans les canaux, on va venir à bout des changements climatiques. Oui. Probablement. Écoute, je veux prendre... J'ai trouvé un article qui a choisi 18 prédictions faites au premier jour de la Terre en 1970. Puis pas de gens débiles. Les leaders du mouvement, le biologiste George Wald, Paul Ehrlich, qu'on a parlé plusieurs fois, des fois dans cet épisode-ci, qui est toujours le plus grand éco-catastrophiste du monde. Oh, et de loin. De loin, là. Puis c'est là. Donc, je vais citer Old Man. Je vais prendre la meilleure, la version la plus connue de l'argument, puis celle qui est avancée, pas par un plouc-plouc, genre quelqu'un qui se retrouve maire de Québec.
je vais prendre vraiment un biologiste de l'université Stanford qui a gagné plusieurs prix pour recherche en biologie. Fais attention, là, tu peux pas dire n'importe quoi sur Bruno Marchand. Il a tendance à appeler les boss dans les radios pour faire fermer la gueule à des animateurs. Il appellera mon chef de département ici à Mason. Non, mais dans le trio économique, c'est moi ton boss. Alors, je suis sûr que tu vas répondre aux pressions avec... Je suis sûr que tu vas produire une réponse aux pressions. Donc, si je vous comprends bien, M. Marchand, vous voulez plus de Vincent Geloso. J'ai dit que tu allais produire J'ai dit que tu allais produire une réponse. Je n'ai pas dit de quel bord elle allait aller. Écoute, je vais prendre des citations. Fait que tu avais le biologiste George Wald qui disait la civilisation va se terminer dans 15 ou 30 ans, donc d'ici 1985 à 2000, moins qu'une action immédiate ne soit prise et drastique contre les problèmes que l'humanité est confrontée. Ben là, on l'a réglé le trou dans la couche d'ozone. Là, tu vois bien, là, ce gars-là nous a sauvés d'un massacre imminent. Ben, écoute, OK, attends un peu. Répète-nous ça. Lui, il disait en... La civilisation se terminerait quelque part entre 85 et 2000. OK. Ah bon? OK. Ah, c'est pas pire. J'attends encore. Là, le bus est en retard, mais... après ça, il y en avait un autre, Barry Commoner de l'Université de Washington. Nous sommes dans une crise environnementale qui menace la survie de la nation et du monde en tant que lieu convenable pour l'habitation humaine. La page éditoriale du New York Times. Mais c'est vrai quand même que nos maisons sont beaucoup moins confortables qu'en 1970. Je pense que tu as raison. Effectivement, la qualité des logements a baissé. On est moins riche qu'en 1970 aussi. Il y a de la pauvreté décadente. C'est incroyable. Il n'y a eu aucun progrès. C'est que de la régression depuis 1970. On est sarcastique pour des gens comme Olivier Niquet qui manquent un certain niveau de profondeur. Non, mais regarde, on a eu Gad Saad cette semaine. Lui, là, quand il fait du sarcasme, là, il ne l'explique pas après. C'est ça qui fait que c'est bon. Oui, je sais, mais c'est parce que je ne suis pas capable de ne pas l'expliquer parce que je ne suis pas aussi bon dans le sarcasme que Gad Saad. Les intonations ne sont pas là. Non, lui, il a maîtrisé l'art. J'avoue, il parle avec une face de marbre d'un pénis de 9 pouces, il m'impressionne. Moi, je vais me mettre à rire mi-chemin. Fait que, je ne suis pas capable. J'ai pas la même capacité que cet homme-là pour faire des arguments. Là, j'en ai un quatrième, puis là, c'est Paul Ehrlich. En fait, non, excuse-moi, j'ai oublié la page éditoriale du New York Times. L'homme doit arrêter la pollution et conserver ses ressources, non seulement pour améliorer l'existence, mais pour sauver la race d'une détérioration intolérable et d'une possible extinction. OK. Ça, c'est en quelle année, ça? Toujours le premier jour de la Terre. C'est toutes les prédictions faites tout en 70? Tout en 70. Là. C'est tout autour du premier jour de la Terre. OK, fait qu'eux autres, ils ont starté ça dans le catastrophisme ambulant. On a eu le temps de faire 2 référendums sur la souveraineté entre-temps. Écoute, Paul Ehrlich... Ça continue, il va en avoir un 3e. Paul Ehrlich, maintenant, dans le magazine Mademoiselle, je ne comprends pas, le taux de mortalité augmentera jusqu'à ce qu'au moins 100 à 200 millions de personnes par an meurent de faim. Si Frank Saitante, il peut sortir un graphique qui va montrer que la malnutrition dans le monde n'arrête pas de planter, qu'il n'y a jamais eu aussi peu de gens, tant en nombre absolu qu'en proportion de la population, qui souffrent de malnutrition. En fait, le problème maintenant qu'on a dans plusieurs pays, même des pays à moyen revenu ou même à faible revenu, c'est qu'on a des problèmes de montée de l'obésité. Fouille-moi. Fait que, on a renversé la tendance. Maintenant, Paul Ehrlich, on peut juste toutes les dire. Là. Vous allez voir à quel point il y a des choses qui ont été dites qui ne faisaient pas de sens. La plupart des gens qui vont mourir dans le plus grand cataclysme de l'histoire de l'homme sont déjà nés. Fait que là, il parle de ça en 1969. Là. Il dit que les gens qui sont nés un petit peu avant 1969... Ils ont 54 ans. C'est ça, ils ont 54 ans, là, ils vont vivre dans le pire cataclysme de l'histoire de l'humanité. Et il dit des pénuries alimentaires aggravées par le niveau actuel de faim, de famine. Il y aura une ultime collision entre la nourriture et la population qui se produira vers 1980. Ah oui? Oui. Je peux en ajouter. On peut continuer. Dennis Hayes, le premier organisateur du Jour de la Terre, il est déjà trop tard pour éviter la famine de masse. Ça continue. Un autre qui était Peter Gunter, qui était un des premiers activistes. Les démographes s'accordent pour presque unanimement sur le calendrier suivant.
Dès 1975, des famines généralisées commenceront en Inde. Elles se propageront d'ici 1990 pour inclure toute l'Inde, le Pakistan, la Chine, le Proche-Orient et l'Afrique. D'ici l'an 2000, ou peut-être plus tôt, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale existeront dans des conditions de famine. D'ici l'an 2000, dans 30 ans, le monde entier, à l'exception de l'Europe de l'Ouest, de l'Amérique du Nord et de l'Australie, sera en famine. Juste avant que tu continues, tu me demandais. But wait, there's more! Tu m'as demandé, ça c'est quand même assez intéressant. Là. Regarde, c'est le death rate from malnutrition. Là, il y a une ligne du temps en bas. Là. Fait que là, je vais reculer dans le passé. On se promène dans le passé. Oh mon Dieu, plus tu vas dans le passé, plus la mortalité est élevée. Ah ouais, regarde. Holy shit! Oh my God, je comprends pas! Plus je remonte dans le passé, c'est drôle, plus la carte elle commence à être inquiétante. Oh my God! C'est comme si les choses s'étaient pas produites. Ouais, puis là, quand je prends un graphique, là, ben, à l'exception de genre de guerre civile en Somalie, ça a plutôt l'air à avoir à baisser dans la plupart des pays du monde. Ben, c'est ça. Ben, ici, c'est world, là. Puis là, ben, j'ai j'ai pas été capable d'avoir les chiffres avant 1990 là-dessus, là. Mais c'est la même tendance avant. C'est ça, là. Mais c'est juste à cause qu'on a des bonnes pellules. Mais tu sais, t'as des pays, c'est quand même incroyable. Là, regarde le Soudan. C'est une pente de ski, là. Ah oui, puis écoute, pour ceux qui ne voient pas, c'est 120 personnes au Soudan en 1990 par 100 000 mouraient de malnutrition. Aujourd'hui, c'est en bas de 40. C'est à peu près 30 environ. C'est ça. Il y a quelques endroits où ça a l'air d'être pire, là, genre le Zimbabwe. Mais les autres, as-tu vu ce qu'ils ont fait avec le monnaie? Ouais, ben c'est ça, là, tu sais. Mais le point, c'est que... Mais la tendance globale, elle ne va pas du tout dans le sens de ce que lui prédit. Là. Pas du tout. But wait, attends un peu, là. So much more. Tu es en train de me dire que le seul pays que tu trouves qui ne suit pas la tendance mondiale, ça a été un fuck-up total par le gouvernement. C'est un pays dans lequel le gouvernement a décidé de... C'est drôle, parce qu'on oublie que, oui, il y avait l'hyperinflation du Zimbabwe, mais il y avait aussi le fait que Mugabe, qui était là avant, avait décidé, pour une raison que aucun économiste libéral ne pourrait prédire, il a décidé de nationaliser les fermes qui étaient détenues par des Blancs, et donc, d'après ça, de les redistribuer. Donc, il a violé les droits de propriété des gens. Et il n'y avait aucune manière de s'attendre à ce que de violer le droit de propriété aurait un effet sur la productivité. Donc, c'était une surprise totale. C'est une expérience qui méritait d'être tentée. C'est ça, ça méritait d'être essayé. Non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de faire du sarcasme comme ça. Ça me chatouille dans le fond de la gorge. Mais tu sais, c'est le seul exemple, et c'est un exemple pas de toutes les choses que souvent viennent avec la critique, que c'est le capitalisme qui va causer ça. Non, les cas de tragédie sont des cas d'étatisme plus qu'autre chose. Mais écoute, j'en ai un autre que tu vas... tellement surpris. Écoute, j'en ai un autre que tu vas aimer. Life Magazine, après la couverture du premier jour de la Terre, dit les scientifiques ont des preuves expérimentales et théoriques solides pour soutenir les prédictions suivantes. Dans une décennie, les citadins devront porter des masques à gaz pour survivre à la pollution de l'air. Des masques à gaz? C'est pas fini. But wait, there's more! D'ici 1985, la pollution de l'air aura réduit de moitié la quantité de lumière atteignant la Terre. C'est du monde optimiste, les écolos, ben. Oui. Écoute, il y en a un autre encore meilleur. Ehrlich encore, qui parle de catastrophes de smog dans lesquelles 200 000 Américains allaient mourir chaque année à cause de ça. Paul Ehrlich aussi qui dit que les taux de cancer allaient quadrupler à cause de l'exposition aux pesticides. Harrison Brown, un membre de l'Académie nationale des sciences, ont plus augmenté parce qu'on vit longtemps. On vit crissement longtemps. Il y avait un sénateur, bien sûr, parce que les politiciens vont participer à ça. Le sénateur, j'invente pas le nom, là, vous allez rire, Gaylord Nelson. Je m'excuse de rire. Je suis pas très mature. Gaylord Nelson. C'est vraiment pas mature, rire de Gaylord. Je m'excuse, je suis pas capable. C'est drôle. C'est drôle, je vais y aller avec ce que Frank dit. Come on! C'est un prénom qui a mal vieilli. Anyways, Dr. Dylan Ripley, secrétaire, là, il cite ça, croit que dans 25 ans, quelque part, entre 75% et 80% de toutes les espèces d'animaux vivants seront éteintes.
Ça, Bon, c'est ce qui jamais s'en produit. vient dans le vidéo m'intrigue. Ah ouais, la permanente puis le spray net. Ça, dans ce temps-là, ça devait être bon pour la couche d'ozone. Si, mais attends. 9 dixièmes des forêts tropicales auront disparu. Paul Ehrlich. Il y avait Kenneth Watt aussi. Celle-là, c'est Attends, attends un peu. particulièrement. On vit 9 pas une... dixièmes, tu vas vite. 9 9 dixièmes des forêts tropicales auront disparu. Yep. Est-ce qu'on vit pas une reforestation Présentement, oui, on vit une reforestation. On n'en parle jamais de ça, hein? Non. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que souvent, puis ça, c'est la tendance. Puis Pierre Desrochers en parle des fois, mais il ne l'a jamais dit comme moi, j'essaie de le dire maintenant. C'est que chaque fois que les écologistes soulignent un problème, 5 à 10 ans après, soit le capitalisme a généré des solutions parce qu'il faut souligner que quand tu utilises trop de ressources, c'est du gaspillage. Les gains de productivité requièrent d'utiliser moins de ressources, d'être plus efficace. Donc, ça commençait avec on va manquer de ressources naturelles. Quand ça a disparu, ben là, il y a un autre problème qui est arrivé, c'était la destruction des forêts. Mais la croissance économique génère le fait qu'on peut vivre dans des villes plus facilement. Et donc, puis la productivité agricole augmente, tu as besoin de moins de terre. Plusieurs terres retournent à la nature. Tu passes à un autre problème après. Il y a toujours une sorte de rotation des problèmes qui se produit. Et chaque fois, ils vont toujours passer d'une crise à l'autre. Mais à chaque fois, la solution demeure toujours la même. C'est qu'il faut interdire, réglementer, mettre des lois. C'est toujours la même solution. Il faut que tu nous donnes des pouvoirs dictatoriaux. Mais la réalité, c'est que non, écoute, même si je me prive mes meilleurs arguments que j'ai soulignés tantôt, à chaque fois que vous prédisez une crise, les écolos, la prédiction est fausse, la prédiction est éhontée, fait aucun sens. Quand on la teste, 5-10 ans après, elle ne se produit pas. Mais il n'y a jamais de conséquences, Vincent. Non, je sais, c'est l'avantage de bullshit. C'est l'avantage d'être un intellectuel public. Tu as tous les bénéfices d'avoir l'air brillant. Je dis l'air, c'est une apparence. Hein. Mais tu n'as aucun des coûts de dire des conneries. Lire ici, argent, notoriété, jeune fille. Non, je ne vais pas là. Ben, la fois que je vous ai envoyé cette semaine, on en avait parlé dans le podcast, là, mais la prédiction du groupe de recherche là, sur le climat québécois là, qui disait qu'en 2030, c'est dans pas long ça, là, 2030. Là. 2030, c'est dans moins de 6 ans maintenant. Limoilou, elle est en dessous de 2030, là. Arrête-moi ça, là. Ouais. Ben, ça n'a pas rapport avec ça. Mais il nous disait que Limoilou, elle est ensevelie sous l'eau. Une partie de Lévis aussi. Tu sais, vous vous mettez au bat en Christie avec ce genre de... Il n'y a pas de conséquences. Non, ils n'ont pas de conséquences. Puis, c'est toujours les mêmes solutions. Encore une fois, c'est vraiment important de se dire que peu importe la crise, c'est toujours la même solution. Il n'y a jamais... L'idée, puis, OK, pour ceux qui sont de mauvaise foi, on va rappeler la chose. Des problèmes environnementaux, ça peut exister. Même les libéraux, aussi radicaux que moi je suis, soulignent qu'il y a un rôle pour l'État, mais ce n'est pas un anticapitaliste. C'est de dire, ben ici, il y a un certain problème. C'est aussi radical que je suis un sprinter du 100 mètres. Effectivement. T'es pas radical 2 secondes. Non, mais dans leur tête... tu mets 300 paires de gants blancs pour dire quelque chose. Puis là, tenez compte de toutes mes nuances et de mes 15 notes de bas de page quand j'exprime l'opinion suivante. Chris, lâche-moi radicalité, ta maman. Non, mais tu vois, mais eux, dans leur tête, c'est que pour toi, je ne le suis pas. Puis toi, tu penses que je suis même une chochotte. Mais dans leur tête, à eux, moi, je suis une sorte de... de malade. Là. Moi, je suis le bonhomme 7 heures là, qui pense que... rappelons-nous que Caprice Moi, devant Daniel Creton, avait dit que tu étais un extrémiste. Là. Oui, parce que j'avais dit que l'État n'était pas capable de choisir les gagnants industriels. C'était juste ça mon propos. Puis, tu sais, on peut tout ça poursuivre parce qu'on a dit Daniel Creton, tu penses? Non, mais c'est un lapsus que j'ai fait. C'est ça, j'allais dire. Okay. C'est mon inconscience parce que je pense à Matos au Croton que je vais peut-être me faire. OK. Comme quand ma grippe me fait dire le gars debout à matin. Exact, c'est pareil. C'est le même phénomène. Est-ce qu'il va falloir que vous arrêtiez de manquer de sommeil comme ça? Parce que ça fait que vous en faites beaucoup des lapsus. Là. C'est presque comme si c'était délibéré. C'est ça. C'est presque comme si. Il faut que tu donne du lousse pour que ça soit croyable que vraiment, les gars, ce soit un lapsus. Je sais que c'est un lapsus, mais à un moment donné, il faut que vous rattrapiez du sommeil. Là. Vous ne dormez pas assez. Oui, c'est vrai. Donc là, on est rendu à la prédiction. Il y en a combien? Parce que là, j'ai perdu le fil. J'ai pris les 18 meilleurs. Okay? On a fait 18 prédictions, les meilleures. OK. Il n'y a rien de ça qui s'est réalisé. Il n'y a aucune de celles-là qui s'est réalisée.
Puis même là, quand tu regardes, puis tu peux prendre même le sujet sur lequel eux pensent qu'ils ont un avantage, le réchauffement climatique. Sur le réchauffement climatique, oui, il y en a, mais souvent, les prédictions sont toujours un peu en dessous de ce qu'on réussit à observer. Puis 2, il y a toujours l'espèce d'idée de c'est quoi les dommages qui sont causés. Puis il y a une grosse littérature qui essaie de mesurer, OK, étant donné le réchauffement qu'on a eu, OK, fait qu'on a eu une quantité de réchauffement, on a donc des dommages qui devraient avoir été observés de ces réchauffements-là. Mhm. Dans le modèle, pour la quantité de réchauffement qu'on a, on devrait avoir telle quantité de dommages avec ce qu'on a calibré. Il n'y a aucune des études qui essaie de faire ça, qui survit des analyses de base. Genre, j'étais en train de lire hier une réplication d'un article très connu du début des années 2000 qui prédisait qu'un demi-degré de plus, à peu près, devrait ralentir la croissance du PIB aux États-Unis d'un dixième de point de pourcentage. Okay? Ce qui est quand même assez important. Et finalement, ce qu'ils trouvent, c'est la seule raison qu'ils avaient réussi à avoir le résultat, c'est qu'ils avaient pris... ils avaient comme, au lieu d'utiliser les mois des variances, ils avaient créé des saisons, puis c'était comme des saisons arbitraires. Mais quand tu utilisais les mois au lieu des saisons, tout l'effet disparaissait. En fait, il y avait même un petit effet positif du réchauffement à l'intérieur des États-Unis. Fait que là, tu te retrouves à trouver que... Non, finalement... dire que c'est des bullshiteux, là. Ben, c'est pas basé sur grand-chose, en tout cas. Ben, c'est que les résultats eux-mêmes sont super fragiles. Puis tu vois que même s'il y a l'air d'avoir un problème, vous avez exagéré la magnitude du problème. Puis c'est pour ça que souvent, ils vont dire, puis je pense qu'ils ont une incompréhension des trucs de base en économie. Souvent, ils vont prendre, par exemple, les modèles de l'OCDE qui disent c'est quoi le pire scénario si on ne fait rien en termes de politique publique. Puis ils vont dire, ben l'humanité va être 35% moins riche en 2100 qu'on l'est présentement. Qu'elle va l'être. OK, fine. Mais je veux juste... En fait, ils disent... Mais pourquoi quand nous autres, on dit ça, genre, si vous augmentez trop les taxes, on va être vraiment moins riche en 2100, on ferait de nous autres. Hold up, c'est encore plus drôle. Ce qu'ils disent de souligner, c'est que le modèle qui donne le niveau en 2100 suggère qu'on est aussi 7 fois plus riche en 2100 qu'aujourd'hui. Fait que, tu sais, en gros, la différence... Sérieux, là? Oui. C'est parce que ce qu'il dit, c'est qu'ils prennent la différence entre le point final qu'on aurait eu sans le réchauffement climatique et le point final qu'on a avec le réchauffement climatique. Et là, ils vont prendre la différence entre les deux. C'est comme quand tu arrives et tu as les grands scientifiques démographes qui disent le Canada va atteindre 100 millions d'habitants en 2100. Finalement, tu regardes les taux de croissance de la population, puis on parlait de quoi? C'est comme genre 1% par année dans ce temps-là? 1,4%. En fait, c'est un peu différent de ce que tu dis là, Yann. C'est quand tu regardais l'affaire qui faisait capoter tout le monde, l'initiative du siècle, le Canada à 100 millions d'habitants, puis tu regardais ça, leur volonté, versus si on fait rien, et tu arrivais déjà à ce chiffre-là. T'arrivais à comme 88 millions. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou 12 millions de plus. C'était comme 90 si on fait rien, puis 100 si on taponne les seuils d'immigration. Ben, tu vois, mais eux autres qui disent pas, c'est qu'ils disent au final, tu te retrouves effectivement plus pauvre, puis je veux une humanité plus riche. D'accord, je veux des politiques publiques qui... Ils veulent qu'on soit plus riche, ce monde-là. Non, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas. Mais ils oublient bien de souligner. Puis en fait, ça fait partie du problème pour plusieurs d'entre eux, parce que tu peux trouver 1001 citations d'activistes qui pensent que l'enrichissement, c'est une chose nocive, que ça nuit au climat, mais que quand on regarde, ils vont, à cause de ça, à cause qu'ils croient ça, ils ne vont pas souligner le fait très clair que même les modèles les plus pessimistes de prédiction des dommages environnementaux du réchauffement climatique laisse une humanité qui est à peu près 5 à 7, 8 fois plus riche. J'oublie les ordres de proportion. Mais y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer comment on devient plus riche en payant du monde pour fouiller dans nos vidanges? J'ai tendance en fait, je vais rappeler encore une fois que j'essaie de m'enlever mes meilleurs arguments. Mon meilleur argument sur ces affaires-là, encore une fois, je vais prendre mon 4e trio, comme tu as dit au début. Les données sur le recyclage, là, c'est que dans plusieurs cas, c'est même contre-productif à cause de la quantité d'énergie qui est nécessaire pour faire la transformation. Donc, ça, c'est le recyclage de produits de déchets domestiques. Les déchets industriels,
le recyclage est presque 100% dans les déchets industriels. Il y a une raison. C'est parce que les firmes font un profit, donc ils font du recyclage de déchets industriels. Dans l'individuel, il y en a beaucoup moins. Le métal, donc, a l'air d'avoir être celui qui fonctionne le mieux, mais à l'exception des villes qui sont super denses, la plupart du temps, le recyclage nuit à l'environnement relativement à juste enfouir les déchets et les laisser. Écoute, parce qu'en plus, tu peux récupérer la plupart des déchets via de la capture de méthane qui devient une forme d'énergie. En plus, c'est même 2 fois plus productif parce que ça, c'est la meilleure forme de recyclage qu'il n'y a pas. Juste avant, Yann, parce que là, elle me regarde du coin de l'œil et elle me fait quasiment peur. Là. La fille au spray net, là? Oui, ben en fait, c'est Claire Lamarche. Donc, dans une émission qui. Elle était responsable à elle tout seule de 15% du trou dans Côte-Jozon. Je m'excuse. Non, mais c'est clair, tu exiges pas. Donc, ça, c'est un extrait d'archives d'une émission de Claire Lamarche des années 90 où elle nous parle de l'an 2000. J'entends rien. T'entends pas? Non. Voyons. Posé d'entendre, dans le même navigateur. T'as un petit peu, là. Pourquoi ça marche pas? Moi, te l'ai envoyé, puis t'essaieras de le partager. Là. Je sais pas pourquoi ça marche pas de mon bord. Là. Les joies de la technique. On va couper ce bout-là tantôt. Peut-être mon share screen qui veut pas pour le son aujourd'hui. Tu bien entendu Dom Moret commenter sa TV en cours? Oh oui, ben c'est de là que l'extrait vient, en fait, à la base. Là. Parole, animée par Claire Lamarche, était une émission de débat abordant les sujets importants de l'actualité des années 70 et 80. Voici un peu de sirop d'érable. Je doute qu'en l'an 2000, on puisse en manger à notre goût. Au train où nos érables meurent à l'heure actuelle, victimes des pluies acides ou victimes de la surproduction, comme on l'apprenait cette semaine. Ici, j'ai un masque qu'on devrait peut-être porter dans nos villes en l'an 2000, si l'air continue d'y être de plus en plus irrespirable. Quant à ce sac vert, eh bien, au rythme où on produit des déchets, où on gaspille, on peut se demander si en l'an 2000, on va pas vivre dans une véritable poubelle. C'est épouvantable. C'est quand même assez saucé, là, ce qui est raconté là-dedans. Il n'y aura plus de sirop d'érable, il n'y aura plus rien. Tout ça en mettant une demi-bouteille de spray net dans sa coiffure. Ouais. Ben écoute, t'en veux-tu une comique? J'ai trouvé, ça m'a pris 5 secondes. Puis ça, c'est un bon test. 5 secondes sur Google Scholar où tu cherches des mots-clés. Là. Puis, premier article que j'ai trouvé, une examination de la relation entre la qualité de l'air et le revenu au Canada. Le résultat, ça dit que si tu augmentes la taille de l'économie, il y a un effet dommageable sur l'environnement, mais qui est complètement éliminé et peut-être plus par le fait que la croissance économique, généralement, survient de quoi? De gains de productivité qui sont faits par utiliser moins de ressources. Donc oui, OK, les gens sont plus riches, demandent plus de biens, ça peut avoir un effet pervers, mais en même temps, la manière que tu as de la croissance économique, c'est pas en produisant plus de trucs, en utilisant plus d'autres d'intrants, tu produis plus en utilisant mieux les intrants. Puis ça a des effets, tu sais, une grosse partie de la réduction des gaz à effet de serre dans les pays comme les États-Unis, c'est parce qu'on utilise des meilleures techniques, parce que tu veux économiser de l'énergie, tu veux utiliser moins d'énergie, parce que ça fait partie de ton profit comme firme d'utiliser mieux l'énergie possible, de ne pas en perdre. Puis dans le processus, le résultat, c'est que tu as une force qui pousse à réduire un peu la pollution via ce qui génère la croissance économique. C'est quand même assez impressionnant à quel point nous, quand on dit la croissance, parce que nous, notre prédiction, notre gang à nous, c'est que la croissance économique nous permet plusieurs choses. Un, ce qui permet la croissance économique, c'est des bonnes institutions avec des bons droits de propriété. Puis des bons droits de propriété, ça veut dire qu'on peut faire des arrangements pour gérer les coûts que la pollution occasionne, de un. De deux, les droits de propriété génèrent de la croissance économique et la croissance économique nous rend plus facile l'investissement dans la qualité environnementale, soit comme individu, nous autres mêmes, parce qu'on veut consommer des rivières plus propres, mais qu'on peut se permettre aussi
des réglementations minimes qui n'ont pas des effets dramatiques sur notre bien-être en termes de revenus, parce que $1 de réglementation n'est pas particulièrement coûteux si ça nettoie les rivières. On peut se permettre la qualité environnementale comme société riche. Puis, ça permet aussi de concevoir, comment je pourrais dire ça, de développer des techniques ou des manières de faire où un déchet devient une ressource. Oui, puis écoute, on dit ça à toutes les autres, puis tu vas avoir des François Delhomme qui sortent. Ah, si tu me sors la courbe de Kuznets, c'est ça le nom du truc que je viens de décrire, l'idée qu'il y a une relation positive entre le développement économique et les problèmes environnementaux. Puis il va dire, regarde, ça ne marche pas tout le temps. Puis c'est vrai que des fois, il y a des périodes où c'est plus difficile, mais la réalité, c'est que généralement, elle fonctionne très, très bien. Il y a vraiment un petit nombre d'exceptions dans lesquelles c'est problématique. Le réchauffement climatique a l'air d'en être un, mais là, il y a des nouvelles recherches qui commencent à sortir qui montrent que non, en fait, quand tu fais la seule raison que tu ne vois pas la relation, c'est que tu as des pays très riches qui ont des mauvaises institutions comme l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, qui ont des institutions quand même assez merdiques, mais que quand tu considères que tu fais ce que tu peux changer la courbe et que tu tiens compte du rôle des institutions, dans tous les pays qui ont des institutions libérales, démocratiques, la courbe que je viens de décrire est là, même pour le pire scénario possible, qui est celui des émissions de gaz à effet de serre. Tu vois cette relation-là. Et nous, notre prédiction, c'est que les institutions d'une démocratie libérale et la croissance économique ensemble vont mener dans le long terme à des améliorations de l'environnement. Nos prédictions à nous, systématiquement, se confirment dans les données. Puis non seulement ça, mais ça, c'est le truc que je veux vraiment mentionner. Il y a eu un bet qui a été fait entre Paul Ehrlich, qu'on a parlé plusieurs fois, un des catastrophistes, puis un économiste qui s'appelle Julian Simon. Julian Simon a dit au gars, fuck you. Il a dit, non, ça, je vais dire fuck you, on va parier de l'argent là-dessus. Tu dis que la catastrophe s'en vient puis qu'on va manquer de ressources naturelles, fine. Choisis 5 ressources naturelles, on va mettre 2000$ sur chacune des ressources, puis si le prix fait que toi, augmente... quand tu fais des paris avec Yann Rochdy, c'est... Je pensais à ça aussi. Mais moi, c'est parce que moi, un pari, c'est la manière qu'un chercheur a de ne pas dire de la bullshit. T'essaies de passer à l'histoire avec Rochdy. Non, Rochdy, c'est parce qu'il était assis, il voulait faire le pari, mais c'est pas lui que je vais choisir. L'autre qui embarque. Non, mais les paris, c'est aussi une manière importante de ne pas bullshiter. Parce que comme ça veut dire que tu mets de l'argent sur la ligne, you have skin in the fucking game. Ben, Simon, il a dit, puis tu peux voir qu'il n'y avait aucune limite à ce qu'il pouvait perdre. Il n'y avait que des limites à ce qu'il pouvait gagner parce qu'il avait dit, je vais te payer la différence du 10 000 sur les 5 ressources à la hausse. Fait que si, mettons, chacune des ressources coûte 10 fois plus cher, il va donner 100 000$ au gars, là. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais il dit, si par contre le prix baisse, tu vas me donner la différence. Ben, ça peut juste... Au mieux, il pouvait avoir 10 000. Au pire, il pouvait perdre infini. Le gars, il a parié là-dessus. Je veux dire, c'est pas le genre de pari que tu prends. Là. C'est pas un pari que tu prends. Le gars, il est là. I will bet this. Julian Simon a reçu un chèque de 796$ du gars. Puis, il était tellement baveux qu'il a dit on n'a même pas besoin de prendre compte de l'inflation. Ça, c'est dans l'article que tu avais publié avec Pierre Desrochers. Puis, prends le temps de l'expliquer comme il faut. Prends le temps de l'expliquer comme il faut, les prix. Là. 10 000, pourquoi il y a eu 796$? Parce que la différence de prix sur les 5 ressources. Fait que, mettons, il y avait le nickel, le tungstène, j'oublie les 3 autres. Peu importe. Mettons qu'il y en a une d'entre elles. Le prix était, on disait, 1000$, 2000$ de ça. Le prix était rendu 1954. Ben, 2000 moins 1954, c'est la différence. Donc, 46$ dans ce cas-ci. Il recevait 46$ sur cette ressource-là. Donc, malgré l'inflation, les prix avaient baissé légèrement. Exactement. Le gars, c'était baveux de dire, écoute, on n'a même pas besoin de prendre compte de l'inflation. Et comble de tout, Julian Simon n'a jamais encaissé le chèque, il l'a encadré. C'est pas une joke, le gars, il a encadré le chèque. Il l'a mis sur son mur et toute sa vie, jusqu'à sa mort en 1998, il disait c'est ma plus grande réalisation scientifique. Y a-t-il quelqu'un qui a acheté le chèque? Écoute, pour vrai, tu demandes ça. Je suis ami avec son fils. C'est le genre d'affaires que tu aimerais avoir dans ta collection. Ça. J'ai demandé à son fils l'a.
donc son fils qui est aussi un économiste. Il l'a et il ne veut pas le céder. Combien tu paierais pour avoir le chèque chez toi? 8 000. Ça serait mon low bid. Puis je pense que je serais prêt à aller un petit peu plus haut, mais je veux pas. Tu serais prêt à payer 8 000 $ pour un chèque de 780. Parce que c'est un morceau d'histoire intellectuelle tellement important. Ben oui. Ça va dans. J'ai quelques heirlooms que j'aime qui ont une valeur sentimentale pour moi. J'ai un private coin. Dans le temps que les banques étaient capables d'émettre leur propre monnaie, ils émettaient leurs propres tokens. Fait que tu t'es acheté ça. Je me suis acheté ça. J'ai une liasse de billets de la Banque du Zimbabwe. T'as ça? Je suis un quadrillionnaire. T'es-tu sérieux? T'as ça chez Oui, j'ai vous? ça. J'en ai plusieurs même. J'en ai même un en tellement bonne qualité qu'il vaut 750 000 fois le taux de change en dollars US. Non, il vaut 2,50. Non. Le billet en soi vaut peut-être 1000 $ maintenant. OK. Autant que j'ai réussi à le trouver, il valait peut-être un dixième de scène. Je devrais te donner une idée. Pas une dixième d'un dollar, là. Une dixième d'une scène. Fait que t'as trouvé ça. Puis là, maintenant, ça vaut vraiment cher. Ça, c'est de la... Parce qu'il est en parfaite qualité. Donc ça, c'est un de mes collectibles. J'ai une copie signée du petit livre de Calvin Coolidge, Have Faith in Massachusetts. Fait que quand je t'ai envoyé une belle copie de Wealth of Nations, ça fait partie. Je ne m'étais pas trompé de ton genre de goût que des choses qui te feraient plaisir. Il y a une place d'honneur dans les items qui ont une valeur sentimentale pour moi. La reliure est très belle. C'était un beau cadeau. Il est dans les items qui fait partie des choses que indépendamment du prix que ça a, il y a une valeur qui est unique pour moi que je veux garder même indépendamment. J'ai une demande de réservation qui est plus élevée que le prix que le marché est prêt à payer pour. Donc, je le garde. Je me demande combien je serais prêt à payer pour avoir son manteau à elle. There's so much potential. Le manteau et la tuque, moi, si quelqu'un peut me trouver le kit, je suis prêt à payer quand je vais le mettre à tous les jours. Mais écoute, t'en veux-tu une meilleure? Après que Paul Ehrlich a perdu, puis celle-là, j'aurais aimé ça pouvoir avoir un memento là-dessus, genre la lettre de Paul Ehrlich à Julian Simon. Simon a jamais encaissé le chèque, mais l'autre était vraiment... Si c'était un économiste, pas un économiste, mais un militant d'aujourd'hui, jamais qui aurait fait le chèque. Il y avait quand même de l'honneur, un peu les gauchistes dans le temps. Ben, Ehrlich, en fait, il était très amer après d'avoir perdu. Très, très amer. Mais il a quand même fait le chèque. Oh oui, mais tu sais, c'est parce ils l'ont notarisé. Là. Le pari était notarisé, était publicisé. C'était pas un pari genre dans un bar qui était fait. Là. Simon avait tenté Ehrlich de faire le pari dans un article scientifique. Donc, il a envoyé un article à Social Science Quarterly, qui est un grand journal en sciences sociales, et il a dit I bet you that Mr. Ehrlich is not willing to bet money on this. C'est littéralement ça le pari. Puis là, l'autre, il a même proposé les termes du pari, puis l'autre, il l'a saisi. Fait que, tu sais, c'était surécrit dans des journaux scientifiques, puis dans un autre article, l'autre a accepté, puis il disait I would be foolish not to fleece a fool. C'était comme ça qu'il disait ça, puis finalement, la brebis était plus. La brebis était un loup. Fait que il s'est fait dévorer à l'antidote. Mais après, Ehrlich a proposé un nouveau pari. C'était tellement amer. Puis, je veux lire les items qu'il proposait dans le pari, qui étaient vraiment différents du premier. Puis, vous allez voir qu'il y a bien des affaires là-dedans que tu vois. Parce que Paul Ehrlich, rappelons-nous, c'est l'écologiste le plus brillant des écologistes. Puis tu vois que dans les propositions qu'il fait, c'est stupide en tabarnak. Fait qu'il dit, les 3 premières, c'est que tu vas avoir plus de pollution atmosphérique en 2002-2004 qu'en 92-94. Il y a la même chose pour le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, la concentration d'ozone dans l'atmosphère. Là, ça, c'est les parties classiques qu'ils disent. Mais après ça, il dit qu'il va y avoir moins de terres agricoles en production en 2004 qu'en 94.
tu vois qu'il n'est pas en train de considérer. Tu vois, j'ai dit, de même quantité, il va y avoir moins de terres agricoles par personne en 94. Il n'est même pas capable de considérer l'idée qu'on pourrait utiliser moins de terres puis nourrir plus de monde. Il va dire qu'il y a moins de riz et de blé qui est produit par personne. Il dit qu'il va y avoir moins d'utilisation de bois combustible avec l'idée que ça, c'est un signe que les forêts se détruisent, que le couvert forestier va avoir baissé, que les pêches en haute mer, donc le volume de pêche en haute mer allait continuer de baisser par personne jusqu'à 2004. Qu'il y allait avoir moins d'espèces en 2004 qui existent qu'en 1994, qu'il y allait avoir, et ça, on n'a aucune idée c'était quoi le lien, plus de gens qui allaient mourir du sida en 2004 qu'en 1994, que le compte de sperme des hommes mâles allait baisser entre 1994 et 2004, et que les inégalités de richesse allaient augmenter sur l'ensemble de la Terre. Tous ces indicateurs-là ne reflètent absolument pas ce que Simon essaye de dire. Right? Parce que le problème, c'est que Simon, il dit non, c'est. Par exemple, si le nombre de bois de combustion qu'on utilise baisse, c'est peut-être parce qu'on est plus riche et qu'on n'a plus besoin d'utiliser du bois. C'est peut-être une bonne chose. Puis que peut-être que les terres agricoles. Il a complexifié le pari pour avoir une chance de gagner, peut-être. Là. Ben, écoute, même sans complexifier le pari, c'est assez drôle. Fait que tu prends le truc sur ses bases directement à lui. Ben, Simon en gagne 3, Ehrlich en gagne 9, il y en a 3 que c'est incertain. Si tu augmentes la période de temps, donc tu dis, OK, on va allonger le. Parce que c'était juste du 92 à 2004. Il y en a quelques-uns qui se sont empirés entre 92 et 2004, mais qui se sont améliorés par la suite, par exemple, la mortalité du sida. Ben là, Simon en gagne 5 sur 15. Puis là, tu es comme, OK, fait que juste sur les termes de ça, il en gagne 5 sur 15. Après ça, tu considères le fait, par exemple, les pêches en haute mer ont baissé. Et les pêches en haute mer ont baissé parce que l'aquaculture, donc l'agriculture du poisson à toute fin pratique, là, parce que on fait pousser du poisson dans une piscine. Oui, la pisciculture. La pisciculture. Merci, ça a été dur de le trouver, celle-là. Bien, celui-là, il a explosé. Donc, maintenant, la quantité de poissons consommés sur Terre est restée stable. Et en fait, la pêche a baissé. Ouais. Mais la pêche en haute mer a baissé. Mais elle a baissé parce qu'on n'a plus besoin d'aller en haute mer. Fait que quand on regarde dans plusieurs endroits sur Terre, les populations de poissons augmentent. La biodiversité, un des points. Attends un peu, la population de poissons augmente sur la Terre. Il y a plusieurs espèces qui étaient sur le bord d'être extinctes, qui sont en recrudescence. Donc, tu regardes les cartes, et non, c'est ça, les endroits sur lesquels il y a une recrudescence de ces espèces-là, c'est tous des endroits très, 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 très riches. Où est-ce que. Ben, c'est la prédiction que nous, on avait du modèle très simple qu'on avait sur l'importance de la croissance économique. Biodiversité, ça a l'air que ça a baissé. Donc, le nombre d'espèces a baissé. Mais quand tu regardes uniquement dans les pays riches, ce que Simon disait tout le temps, à l'intérieur des pays riches, tu trouves qu'il y a des gains de biodiversité. Il y a des gros gains même de biodiversité dans les pays plus riches. Les pertes de biodiversité au niveau global sont largement dominées par les endroits les plus pauvres sur Terre. Surprise. C'est comme si on en avait parlé plusieurs fois. Couvert forestier, entre 92 et 94, il baissait, c'est vrai. Mais il a recommencé à augmenter de telle sorte que maintenant, quand tu regardes, la plupart des pays sur Terre ont plus de couverts forestiers aujourd'hui, pas juste en 92, mais qu'en 1982. Puis les seuls endroits qui ont des pertes, c'est genre des endroits à faible développement ou à faible droit de propriété. Fait que tu te retrouves exactement. C'est comme si on était capable de. C'est comme si nos prédictions à nous, on était capable de mettre de l'argent là-dessus. Puis Simon, en plus, il avait refusé, Simon a refusé le pari que Ehrlich lui avait dit, puis je veux trouver la citation où est-ce qu'il dit pourquoi il a refusé. Il a dit il faut que tu considères le rôle des institutions. Puis il dit je vais te proposer un nouveau contre-pari. Puis là, il dit je veux qu'on parie sur les choses suivantes la mortalité, la morbidité, l'espérance de vie, le nombre de calories,
le prix des aliments, le prix des ressources naturelles, la consommation de poissons qui inclut la pisciculture, le taux de mortalité du cancer de la peau, qui est lié directement avec la pollution atmosphérique, le nombre de décès liés à de la malnutrition, le nombre de décès liés à la pollution des particules lourdes dans l'atmosphère, le nombre de décès du smog, toutes des choses dans lesquelles tu lies le bien-être humain avec quelque chose. Puis, si tu prends tous les termes que Simon a regardés, il gagne sur tous sauf un seul, le taux de mortalité du cancer de la peau, sur la période 92-2004. C'est le seul qui perd, puis depuis 92, il gagne. Depuis 2004, il gagne. Mais moi, ce qui me fascine là-dedans, là, c'est que si tu demandes à des gens, mettons, comment je dirais ça? Mettons qu'on prend des gens de tout horizon politique, là, qui soient de gauche, de droite, peu importe, puis tu les questionnes, tu dis qui est le monsieur progressiste et qui est le monsieur conservateur ou réactionnaire entre les deux. Moi, mon guess, c'est que tout le monde va répondre, ou presque, ben, Ehrlich, c'était le progressiste, ça. C'était le gars de gauche, c'était l'environnementaliste. Or, toute sa vision du monde n'est qu'une espèce de pessimisme réactionnaire du genre « ça va mal, ça va aller mal et ça va aller de plus en plus mal jusqu'à la fin. » Tellement. Yep. Tellement. Mais ça, là, c'est un genre d'arnaque conceptuelle dans laquelle plein de gens sont fourrés. Là. C'est... Puis il va pousse plus loin ta réflexion, Frank. Sonde des gens à la fin de leur pari, là, et au lieu de prendre les faits réels, puis demande-leur, est-ce que telle valeur a monté, tout ça? Comme dans Factfulness. Ils vont tous concéder la victoire aux progressistes. Mm-hmm. Mais quand tu vas arriver avec les fesses à la table, oups! Puis le gars, en plus, c'est un très mauvais prévisionniste. J'aime pas ce mot-là. Il continue de dire que la catastrophe s'en vient. Mais il s'est planté sur tout en passant, parce que lui, parce qu'il n'a pas juste fait de l'environnement, il faisait aussi de la démographie. Mais là, la vraie question qu'on ne répond pas, les gars, est-ce qu'il a pu coucher avec plusieurs jeunes étudiantes avec ces idées de fous? Ça, on ne le sait pas encore. Ben, en tout cas, moi, je ne le sais pas. Donc, dans jamais une misère. Dans le registre de la démographie, il prédisait que la ville de Calcutta, en l'an 2000, allait avoir 66 millions de personnes et allait crouler sous la surpopulation. Dans le fond, les gens allaient mourir de faim et tout ça. Donc, Calcutta allait avoir, en l'an 2000, 66 millions de personnes. Ils en ont, roulement de tambour, 14,8 en 2020. Ah bon? Donc, ça va très bien du côté des prévisions en démographie. Et aussi, pour un gars progressiste, je trouve qu'il a défendu des drôles d'idées, notamment quand il a publié avec John Algren et un autre bonhomme un livre qui s'appelle Eco-Science, Population, Resource and Environment, où il évoque des solutions à la surpopulation, notamment la stérilisation forcée des femmes. Ah bon? Est-ce qu'il a été dans l'eugénisme un petit peu aussi? Ben, ça ressemble un petit peu à ça. Ben, en fait, on se rappellera l'épisode qu'on avait fait avec Pierre. Pierre montre qu'il y a une grande filiation d'une portion non négligeable du mouvement écologiste aujourd'hui qui trouve ses racines dans les eugénistes plus modérés des années 30-40. Pas des eugénistes racistes, mais ceux qui disaient qu'il y avait de la surpopulation sur Terre et qu'il y avait à travers toutes les races, des gens qu'il y avait trop de gens et qu'il fallait garder les meilleurs seulement. C'est quelque chose que Pierre explique dans Population Bombed. Un excellent livre. Téléphone un excellent livre. Oui, ben, qui est une référence, un jeu de mots en référence directement à ça. Écoute, l'eugénisme, comme l'écologisme moderne, aussi se basait sur faire des prédictions débiles. Tu avais un des grands eugénistes du début du 20e siècle, c'était Sidney Webb, puis George Bernard Shaw. Les deux prédisaient que le quotient intellectuel des Britanniques moyens allait baisser à cause de la bâtardisation des races, parce qu'on laissait des Italiens, puis des Polonais, puis des gens comme ça, puis des Juifs. Il fallait les laisser venir en Angleterre. Mais il y a un effet qu'on connaît qui s'appelle que parce que les gens pensent qu'il ne faut pas oublier que le QI, la manière dont c'est calculé, c'est qu'il faut que tu crées un groupe de référence, puis après ça, tout le monde est exprimé relativement au groupe de référence. Ce qui n'est pas souvent souligné, c'est que le groupe de référence s'améliore à travers le temps.
Donc, quand on regarde les nations... Oui, c'est parce que ça, c'est un des effets qui n'est pas souvent souligné dans les... C'est connu des gens qui font de la psychométrie, mais quand tu regardes, maintenant, tu vas dire le QI d'une personne est 110. Avec un test de 1915 puis un test de 2024, c'est pas le même test. Là. Exactement. En fait, c'est la même distribution que tu es en train de dire, mais la moyenne des connaissances... La moyenne est toujours à 100. La moyenne est toujours à 100, mais la réalité, c'est que si tu devais mesurer les capacités cognitives absolues, elles ont augmenté entre les deux périodes. C'est juste que ça, le 100 d'aujourd'hui, c'est peut-être un 105 de il y a là, avec le 50 ans. wokisme, ça s'en va en baissant. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, depuis le tournant du siècle, quand on regarde pour les États-Unis et la Grande-Bretagne, surtout pour les États-Unis, le 120 de 1900, c'est le 100 d'aujourd'hui. Quelque chose comme ça, j'oublie les proportions. Oui, mais ça veut dire un écart type d'augmentation. C'est huge sur un siècle. Puis ça, c'est largement parce que la croissance économique a des effets qui sont plus subtils qu'on voit difficilement. Robert Fogel, qui a gagné le prix Nobel en économie en 1993, la chose que lui expliquait, c'est qu'il appelait ça technophysio-evolution. C'est que la croissance économique change notre métabolisme, de 1. Donc, on devient plus grand, on vit plus longtemps, on est capable de faire des investissements en capital humain pendant plus longtemps grâce à la biologie. Donc, c'est un peu comme l'alimentation, mais aussi juste le fait que, par exemple, à la veille un des trucs qui est connu pour, c'est qu'il pointe qu'à la veille de la Révolution française, il y a 25% des Français qui n'ont tellement pas de calories par jour qu'ils ne sont pas capables de travailler plus que 6 heures par jour. Alors qu'aujourd'hui, on est tellement bien nourri qu'on est capable de travailler 6 heures par jour, de faire des efforts soutenus, donc que notre musculature est meilleure, qu'on peut vivre plus longtemps, qu'on a plein d'autres bénéfices qui sont subtils liés au développement économique, qui sont plus difficiles à visualiser parce que évoluer la morphologie des gens à travers le temps, c'est vraiment pénible. Mais ça compte, puis ça se voit dans, après ça, des aspects de cognition, de développement économique futur, d'espérance de vie. C'est tous des bénéfices majeurs, mais nous autres, quand on en parle comme libéraux, on se fait dire, vous êtes ben trop techno-optimiste. Ouais, mais la réalité, c'est que même les cas où est-ce qu'on est le plus optimiste, quand on manque genre 10% de l'augmentation. Fait qu'on a surestimé 10% l'augmentation. Vous dites que ça va toujours baisser, puis ça va toujours dans la mauvaise direction. Nous, on est toujours dans la bonne direction. On fait juste se tromper de à quel point on va dans la bonne direction. Vous trompez de direction. Dans 90% du temps, 95% du temps, vous vous trompez de direction. Vous n'êtes même pas capable d'aller dans le bon sens. Forget the proportions. Vous n'êtes même pas capable d'aller dans la bonne direction. Ça n'a aucun bon sens. Comment ça se fait qu'après ça, ces gens-là viennent sur la place publique, pour revenir au hook du début, comment ça se fait qu'après ça, ils se permettent de venir sur la place publique et de dire « Nous, ce que tu as besoin, c'est de nous donner plus de pouvoir. » Tu n'es même pas capable de caller tes propres mêmes crises de prédiction. Est-ce qu'il y a des conséquences? Non. C'est quand ils vont avoir des conséquences? C'est quand que la population va arrêter de croire tout le temps le premier petit charlatan qui passe puis qui dit un discours comme ça? Les gens sont niais, les gens sont naïfs à un moment donné. Là. C'est un peddler. Vous voyez bien que c'est un peddler. Mais c'est pour ça qu'il faut plus de compétition dans le monde des idées. Il faut qu'on les challenge systématiquement puis qu'on leur montre que il y en a des bullshitters puis il faut leur faire payer le prix de leur bullshit. Puis il n'y a pas d'autre manière que ça que de les challenger. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est juste... Il y en a beaucoup de gens que l'objectif, la raison qu'ils font ces affaires-là, la même raison que Sartre disait qu'il inventait une nouvelle métaphysique à chaque semaine, c'était pour sauter la prochaine étudiante. Sartre disait ça. Sartre a dit ça explicitement. Frank, je suis sûr qu'il peut trouver la citation, mais Sartre disait explicitement que souvent, plusieurs de ses théories, c'était pour sauter une étudiante en particulier qu'il trouvait intéressante. Oui, et Simone l'aidait beaucoup dans le recrutement aussi. Ça peut être une longue discussion. Mais tout le monde pense que je fais des jokes depuis le début du podcast là-dessus, mais c'est exactement ça. Non, il y en a beaucoup de gens que c'est purement... Parce que l'aura de l'intellectuel dans la société prospère, puis tu peux même retrouver ça dans Joseph Schumpeter, pourquoi le capitalisme lui-même se détruit, c'est parce qu'il crée tellement de richesses qu'il permet à une classe de parasites d'exister qui ne consomme que le prestige de critiquer le système qui les a enrichis.
Oui. Je pense que c'est un peu exagéré, mais il y a quand même un élément Pas en de vérité. tout. Il n'y a rien d'exagéré là-dedans. Non, il y en a des gens que je pense qui sont genuine dans ce qu'ils croient, mais il y en a une nuance. proportion non négligeable que c'est du envy theory, qu'ils sont dans des sociétés tellement riches qu'ils se posent la question de comment ça se fait que moi, je ne suis pas aussi riche que l'autre. Puis, il y en a des gens comme ça. Là, Tu étudies en anthropologie, Bodé. Mais déjà, encore l'anthropologie, c'est une vraie fixation. Il y a quelqu'un, moi je suis sûr qu'il fixe quelqu'un en particulier, je sais pas c'est qui. C'est le contraire, c'est que je connais personne qui a étudié là-dedans pour vrai. T'en connais une. Ah ouais? Elle était cute hier. T'en connais une très bien même. J'en connais une. Ok, j'en connais une. Oh oui, toi. Ah ouais. Moi j'en connais plus. Non, mais dis-moi pas c'est qui, je pourrais pas utiliser l'exemple. Faut que je garde mon exemple. C'était de mon safe space pour Ben, tu changeras de science, là. Il n'y en manque pas dans ce genre-là. Mais, Anthropologie de toutes les autres sciences sociales, soit dit en passant, c'est de celle dans laquelle il y en a qui se ceux que tu entends en public des anthropologues, c'est les plus militants. Mais ceux qui ne sont pas militants, tu en as une grosse proportion, c'est même souvent ceux qui ont le plus de overlap avec les économistes. Parce que souvent, beaucoup d'entre eux, ce qu'ils font, c'est de l'analyse du comportement des gens au niveau local, puis ils vont utiliser beaucoup des outils avec leur propre langage que les économistes utilisent, puis ils sont très libres. Il y a beaucoup d'anthropologues. Prends études du genre. Prends sûr de ne pas te tromper. Prends sociologie. Prends socio. C'est le groupe qui est systématiquement du même bord. Écoute, je connais un seul sociologue libéral, puis je connais à peu près une centaine de sociologues. D'ailleurs, il n'est pas supposé de venir nous parler, le seul sociologue libéral. Oui, c'est ça. Moi, j'en connais deux sur 100. Puis, non, sur ça, mais je les cherche. Ouais, mais Bocoté, c'est un conservateur sociologue. Là, ouais, mais je pense que ça fait quand même longtemps qu'il ne met plus le chapeau du sociologue. Là. Je ne veux pas y prêter d'intention, mais je pense qu'il est plus dans plus dans la politique que dans la sociologie. Je vais dire études des genres. Je pense que études des genres, d'après moi, tu es mieux de mettre à jour mon livre. Oui, je pense que tu as Gender Studies, là, je pense que tu es correct. T'es dans un safe zone. OK, c'est bon. Je ne citerai pas personne que je connais. Parfait. On va passer au Patreon dans quelques instants, là, mais la seule affaire que je voulais dire, c'est déjà à base, tu parlais tout à l'heure, j'ai dit pessimisme, optimisme, mais ça va même au-delà de ça. Ça revient à ce que Yann a souvent dit. La réalité, c'est que, Chris, vous ne pouvez pas prédire l'avenir. Tu peux juste établir un univers de possibles avec des tendances. Tu dire, ben, si les choses se poursuivent dans la même tendance que maintenant, pour ça, puis ça, c'est très probable qu'il arrive ça. T'sais. Mais les gens qui, avec certitude, disent hey, en l'an 2075, il va manquer de tels métaux, puis telle affaire sera arrivée à l'épuisement, au même titre que ceux qui pensaient, je ne sais pas, là, que dans le futur, des voitures allaient voler et autres. Vous êtes des escrocs. On ne le sait pas, ça. Puis pourquoi on ne le sait pas? C'est parce que moi, je ne peux pas savoir que dans 20 ans, il y a un gars quelque part au Texas qui va inventer une technologie qui va permettre de faire telle affaire que je ne peux même pas imaginer en ce moment. La raison pour laquelle je ne peux pas le savoir, c'est que je ne suis pas encore là. Puis l'ingéniosité humaine, elle n'est pas prédictible. En tout cas, très difficilement prédictible. Et ça, c'est la leçon à retenir pour tous ces gens-là. Le gars est là. Il devait se penser bien scientifique. Là, ouais, là, si je calcule ça, puis ça, en l'an 2000, il va y avoir 66 millions, à la Malthus, là, comme dans le temps. Ouais, là, je calcule la quantité de terre arable et je calcule la quantité de gens. A plus B, ça fait qu'en l'an, telle année, les gens vont tous être morts de faim parce qu'il n'y a plus de nourriture. Là, finalement, ça ne se produit pas. Puis tu dis, ouais, mais c'est parce que on dirait que leur cerveau ne conçoit que le futur n'est qu'une amplification du présent dans la manière que moi je le pense. Non, mais ça veut dire que tu penses à tout de manière super linéaire et déterministe. Oui, mais ces câbles-là ils pensent que tu peux augmenter une taxe dans un budget puis qu'il va y avoir plus d'argent qui va rentrer au gouvernement. Ils sont incapables de penser que c'est peut-être possible que tu augmentes une taxe et finalement qu'au bout de 5 ans, il y a moins d'argent qui rentre. Ils sont incapables de penser ça. C'est trop radical. Ben trop radical, Yann. Ouais, c'est quasiment d'extrême droite, ça, ce propos-là. C'est un affront à l'humanité, ce que tu viens de dire. C'est ça. C'est un affront à l'humanité. Mais avant qu'on passe au Patreon, j'ai envoyé un lien pour les auditeurs là, qui écoutent le meilleur livre qu'il n'y a pas là-dessus, pour vrai, puis le titre est baveux, c'est The Improving State of the World, Why We're Living Longer, Healthier, More Comfortable Lives on a Cleaner Planet, par Indur Goklani. Puis là-dedans, c'est écrit en 2007, il fait un paquet de points qui soulignent que, la seule manière que tu vas avoir des catastrophes environnementales, c'est si tu essaies de faire ce que l'URSS a fait.
Fait que les démocraties libérales, ils n'en ont pas de catastrophe environnementale. De un. De deux, il dit dans les démocraties libérales, voici ce qui va se passer sur les résultats. Puis j'ai re-regardé le livre récemment. Il les a toutes. Il a tout calé les shots, les directions correctement. Les magnitudes un peu moins, mais les directions toutes correctes. Fait que, un très bon livre à avoir comme livre de référence. Et sur ce, passons à Patreon, les amis. Exact. Joignez-vous à nous. Puis c'est là qu'on devient moins généreux. Ah ouais, et on l'était. D'ailleurs, Vincent n'a pas encore bitché l'iris. Merde! Non, mais je l'ai fait. Je l'ai fait pour lui. Ah, c'est vrai. Merci, Yann. Merci. OK. Sauver l'honneur. Sauver l'honneur. Bon, ben. Near miss. C'est ça. Near Donc, miss. on continue d'en partir. C'est quand qui envoie une mise en demeure, eux autres? Encore une fois, la vérité est ma défense absolue.